La Russie rapproche ses missiles de l'Europe. Écoutez Loukachenko, le dictateur biélorusse. Notre coopération militaire avec la Fédération de Russie assure une défense stratégique. La Biélorussie et la Russie mettent en œuvre un ensemble de mesures de dissuasion, comme le déploiement d'un groupe de forces régionales et l'installation d'armes nucléaires tactiques que nous avons ramenées en Biélorussie. Les premières positions ont été équipées du missile Oreshnik. Il est arrivé hier et est prêt à rentrer en service. Voilà, réaction sur ce plateau. Colonel Goya, vous êtes avec nous. Sylvie Berman, merci à Xavier Giacomoni, merci à vous, Elisabeth Shepard-Selam, et merci à Renaud Girard. La menace, répondant à la menace, Michel Goya, on va peut-être prendre la carte de la Biélorussie pour comprendre à quel point, oui, de fait, c'est un rapprochement quand même considérable. Oui, militairement, ça n'a aucun intérêt, il faut le dire. Rapprocher en Biélorussie des missiles, par exemple Oreshnik, qui tape à 5000 km, ça n'a aucun intérêt militaire. Déjà, le missile lui-même a assez peu d'intérêt militaire, il faut le dire comme ça, mais on est dans la gesticulation voilà, c'est important de dire voilà, il y a des armes nucléaires tactiques ou pas, on s'en fout, des armes nucléaires qui sont sur le sol de Biélorussie. Ça, c'est quelque chose d'être important puisque c'est quand même un peu au mépris du mémorandum de Budapest qui dénucléarisait tous les pays de l'ex-Union soviétique hors Russie. Et pardon Michel Goya, mais on se rappelle la crise des euromissiles. Oui. Donc si les euromissiles, on s'inquiétait qu'ils soient rapprochés d'une frontière, c'est quand même que ça a un sens de les rapprocher de la particularité, c'est que ces missiles ne peuvent taper que l'Europe. C'est ça, ce sont des missiles anti-européens. Ouais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On ne menace pas du tout les États-Unis avec ce genre de projet. Mais pardon, quand les SS-20 se rapprochaient de l'Europe, ça a provoqué une crise très grande. C'est ça. C'est la même catégorie de missiles. Et ça a été quand même une des plus grandes crises des années 80, donc on ne peut pas dire que ce soit indifférent ce qui se passe. Oui, non, mais parce que on s'est trouvé la crise. C'est intéressant parce que le doute qui se posait à ce moment-là, la question, c'est nous, Européens, nous sommes menacés directement. Est-ce que les Américains vont contrer cette menace ? Ce que les Américains avaient fait à l'époque, Ronald Reagan, en déployant à son tour des missiles également à portée intermédiaire. Là, on est plutôt dans une position un petit peu inverse, effectivement. Regardez le missile Oreshnik en 3 dimensions et expliquez-nous, et je vous pose la question aussi, Xavier Giacomoni, on va peut-être voir plutôt l'animation en 3D, la logique de ces missiles qui doivent monter très haut pour redescendre à très grande vitesse, c'est bien ça ? C'est ça, c'est un missile qui peut parcourir 5000 km, donc effectivement, qu'il soit tiré de Moscou, de sa banlieue, ou qu'il soit tiré de Minsk, ça change pas grand-chose pour les pays européens, ça peut frapper dans les deux cas jusqu'en Irlande, donc au plus profond depuis la Russie ou la Biélorussie. La particularité, c'est que c'est un missile qui va extrêmement vite, il va jusqu'à Mach 10 en phase descendante, et surtout, il a une ogive qui mirve, c'est le terme technique, qui se sépare en 6 plus petites ogives pour aller, ce qui fait qu'il est très difficile à intercepter. Soit on intercepte le missile à son départ, donc s'il est à Minsk, à la limite, c'est plus facile de l'intercepter que s'il est à Moscou d'ailleurs, et une fois que c'est parti, c'est très difficile, on peut plus faire grand-chose. En revanche, les ogives sont faites pour porter des charges nucléaires. Avec des charges conventionnelles, elles sont beaucoup moins efficaces. Il y a eu un seul tir connu pour le moment de ce missile, c'est sur Dnipro, sur une usine aérospatiale, où visiblement ça a fait très peu de dégâts. Sylvie Berman, on est frappé quand même. Les militaires nous disent, en réalité, de toute façon, les arsenaux sont là, donc il n'y a pas de changement. Mais politiquement, c'est un message très fort. Oui, c'est un message fort. Bon, c'est évidemment symbolique. Ce qu'ils disent, c'est que ça peut atteindre Londres en 8 minutes. C'est vrai que si ça part de Moscou, ça sera peut-être 9 minutes ou 10 minutes. Donc fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. C'est mouiller également la Biélorussie dans cette affaire nucléaire. Donc c'est la raison, mais c'est pas la réponse sur les avoirs. La réponse sur les avoirs, c'est autre chose. C'est des menaces de gel de biens européens en Russie ou de saisine de la justice. Ça, c'est complètement différent, mais il le fait régulièrement parce qu'il considère que les Européens sont agressifs et sont fauteurs de guerre. Écoutez Vladimir Poutine, parce qu'évidemment, Loukachenko n'est là que le porte-voix de Poutine. L'homme qui compte, c'est Vladimir Poutine lui-même qui formulait la menace. D'ici la fin de l'année, le système de missiles à moyenne portée équipé de missiles hypersoniques Oreshnik sera déployé. Son premier engagement de combat a eu lieu en novembre dernier.
Renaud Girard, encore une fois, on se rappelle les années 80, la crise énorme des euromissiles, Mitterrand qui entre dans le jeu, on est là, il essaye de jouer un bras de fer aussi massif. Oui, c'est un bras de fer contre les Européens à l'évidence, puisque ces missiles, on l'a rappelé, ne menacent pas le territoire des États-Unis. Les États-Unis sont aujourd'hui déjà assez découplés de l'OTAN, c'est ce que De Gaulle craignait, le découplage des États-Unis. C'est pour ça qu'il voulait avoir sa propre force nucléaire. Donc il y a ce découplage. Et pourquoi est-ce que Vladimir Poutine veut intimider aujourd'hui les Européens? Parce qu'il s'agit d'une opération d'intimidation. Bien parce que les Européens envisagent de continuer à financer au moins pour 2 ans l'Ukraine, et même proposent, mais ça sera sans doute toujours refusé par les Russes, d'envoyer des forces de réassurance, c'est-à-dire des militaires notamment anglais, français et allemands en Ukraine, et toute chose que refuse Vladimir Poutine. Aujourd'hui, visiblement, il n'est pas prêt à accepter l'offre de paix américaine, bien qu'il y ait des négociations qui vont avoir lieu en Floride ce week-end. Mais en fait, on pense, moi c'est mon pari, c'est qu'il n'est pas prêt à accepter les offres de paix américaines, donc il va continuer la guerre, et il veut intimider les Européens qui restent les derniers soutiens de l'Ukraine. Et il y a une panique européenne. On va voir dans quelques instants les Allemands qui ont l'air dans un état complètement second. Ils tournent comme des toupies. Hier, ils mettaient 50 milliards supplémentaires. Aujourd'hui, il y a d'autres déclarations des militaires et des politiques allemands. Alors, c'est très frappant. On dit, il ne faut pas s'inquiéter. Et en même temps, les Allemands, là, ils ont l'air extrêmement inquiets. Les Allemands sont extrêmement inquiets. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On a entendu beaucoup plus de mouvements de côté de l'Allemand et beaucoup plus on va dire, de mots assez durs des Allemands, parfois, que chez nous. Bon, Enfin, c'est pas nouveau. Attendez, Pistorius dit c'est le dernier été avant la guerre. On peut pas dire que ce soit très... Ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est pas d'hier, mais effectivement, c'est des derniers mois. Je pense que à la fois, c'est quelque chose qui ne doit pas faire peur, mais doit faire bouger. Je pense que c'est l'objectif des Allemands, c'est à la fois de faire bouger budgétairement, parce que c'est aussi ça la question aujourd'hui, c'est le financement de tous ces projets de renforcement de la défense. Et puis aussi, moi, je pense que c'est vis-à-vis de la société, parce que les Allemands ont le même problème, c'est-à-dire le recrutement et l'engagement de la société dans cet effort de guerre, ou en tout cas de préparation à la guerre. En particulier parce que l'AfD est totalement hostile à la possibilité d'une guerre contre la Russie, et que les Länder de l'Est sont très réticents. Mais c'est assez inquiétant, parce qu'effectivement, en juillet 1914, donc un mois avant le début de la Première Guerre mondiale, jamais on n'aurait entendu le chancelier Bethmann Hollweg dire nous sommes, c'est le dernier été avant la guerre, et c'était bien le dernier été avant la guerre, mais on ne le disait pas en juillet 1914. Ça donne une impression de fébrilité. Le bon mot, c'est ça, parce qu'on dit angoisse, panique, on peut dire ce qu'on veut, en tout cas de fébrilité. Disons, quand on dit aux gens c'est le dernier été avant la guerre, on peut pas dire que ce soit on passe en Noël tout à fait décontracté, disons. Mais l'Allemagne mesure son retard, en fait, parce que son retard dans le domaine militaire stricto sensu, à savoir que ses troupes n'ont pas combattu, évidemment, depuis la Seconde Guerre mondiale, même pour des missions que les Français ont pu faire sur des missions extérieures. Comment expliquer un côté tellement pétochard? Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce qu'on va en reparler tout à l'heure avec les fonds. On dit il faut être courageux, on a peur de rien, etc. Mais quand on dit mais il y a qu'à saisir les fonds, oula, c'est très compliqué. Alors là, pour le coup, on risque d'être attaqué en justice. Est en pointe pour faire plier le Premier ministre belge. Les Belges, ils sont pétrifiés, paralysés de peur. On a des déclarations qui sont hallucinantes quand même. Mais vraiment. Sur la Russie, attention, il ne faut pas que la Russie perde la guerre parce que c'est une puissance nucléaire. Dans ce cas-là, on touche pas, on fait rien, quoi. Donc les puissances nucléaires peuvent tout faire, quoi, en réalité. Regardez la démonstration que les Russes ont menée, c'était à Dnipro. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, Xavier. Alors, il a été tiré une fois, mais expliquez-nous bien. Le missile Oreshnik, en l'occurrence, était tiré sans charge nucléaire, et d'ailleurs avec une charge sans aucune charge. Donc c'est simplement on a tiré le vecteur. Mais ça va tellement vite de toute façon que la vitesse avec la puissance cinétique, ça peut provoquer des grosses destructions. Mais la particularité, c'est que effectivement le premier missile a vocation nucléaire. Il fait
pour porter charge nucléaire qui a été utilisé conventionnellement. Et je pense que la véritable menace, c'est pas des missiles nucléaires, ils en ont des centaines qui tirent plus loin, qui sont plus puissants, etc. Mais la vraie menace pour les Européens, c'est de dire, si il était utilisé conventionnellement sur une ville française, par exemple. Et là, on peut pas l'arrêter pour l'instant. Pourra peut-être dans quelques temps avec de nouveaux missiles. Pour l'instant, on peut pas l'arrêter. Répétez-moi ça, parce que là encore, pour notre Noël, ça met une ambiance tout à fait sympathique. Ça veut dire qu'une machine comme ça, envoyée sur une ville française, ne peut pas être arrêtée. Alors, il a deux caractéristiques. Il est très rapide, évidemment, comme tous les missiles balistiques. Mach 10, c'est très, très, très rapide, et on a tout objet qui est 12 500 km/h pour faire la traduction. Ensuite, il serait peut-être manœuvrable. Alors, il a une trajectoire on appelle ça déprimée, qui est relativement basse, il va très vite, effectivement, il est peut-être manœuvrable. Qu'est-ce qu'on voit? Moi, expliquez-nous s'il vous plaît. Moi, j'étais vraiment nul de chez nul en physique. J'en faisais encore des cauchemars au moment des examens. Qu'est-ce qu'on voit physiquement quand on voit cette espèce d'auréole qui apparaît quand l'Oreshnik... Là, c'est la rentrée dans l'atmosphère, tout simplement. C'est l'entrée dans l'atmosphère. Il a déjà il a déjà éclaté ses 6 ogives. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs points d'impact. Oui, il y en a 6. Il y a 6 points d'impact. Comme ça va tellement vite comme ça dans l'air, ça brûle, en fait, ça chauffe. L'image est impressionnante parce qu'on a presque l'impression d'une explosion nucléaire, cette espèce de halo lumineux au-dessus de l'ogive qui explose au sol. Les Ukrainiens disent que sur l'usine visée, ils ont eu quasiment pas de dégâts ou très peu de dégâts. On n'a pas pu vérifier in situ. Les Ukrainiens sont très chatouilleux sur tous les objectifs militaires. J'en ai fait l'expérience. En fait, c'est difficile à vérifier. C'est pas fait pour être lancé conventionnellement, quoi. À la limite, un Iskander avec une tonne d'explosifs aurait été plus efficace. Mais vous voyez, l'énergie est considérable, puisque vous parlez de physique, parce que l'énergie, c'est un demi de MV2. Donc, c'est la vitesse au carré. Donc, vous imaginez que si c'est 11 000, 12 000 km/h au carré, c'est une énergie cinétique absolument extraordinaire. C'est pour ça que vous avez ce genre... Mais ce que je veux dire, c'est que ces ogives, elles sont pas très précises, en réalité. Voilà. Elles sont faites pour porter des armes nucléaires, donc il n'y a pas besoin d'avoir une précision au mètre près à la tombée. Et un objectif, un projectile conventionnel qui est pas précis, en réalité, c'est pas très efficace. Mais on peut pas l'arrêter. Et donc, si autant un Oreshnik avec charge nucléaire qui frappe une ville française, après c'est pas compliqué, on lance sur riposte nucléaire, donc ça se fera pas. En revanche, une frappe conventionnelle sur une ville française avec ça. Nous, on n'a pas l'équivalent. On peut pas l'arrêter, on n'a pas l'équivalent. Donc, et là, ça tomberait forcément quelque part et ça ferait forcément des dégâts. L'image est extrêmement impressionnante et en fait, dans un premier temps, ce que veut Vladimir Poutine, c'est faire peur aux opinions publiques occidentales européennes pour leur dire arrêtez de soutenir l'Ukraine, autrement ça va mal se terminer. Loukachenko, lui, il est ravi de pouvoir exhiber ce missile devant le 7e congrès du peuple. Vous avez vu l'assistance tout à l'heure, c'est assez phénoménal. On se croirait quasiment en Chine dans les mêmes circonstances. Et puis de toute façon, il n'a pas le choix, il est totalement lié à Vladimir Poutine, il ne peut pas s'en défaire sous peine de risquer énormément pour son pays et pour sa vie à lui. Regardez là, parce qu'évidemment là c'est sans charge nucléaire, mais et Poutine et Gerasimov, le patron de l'armée, ont bien fait attention de remettre sur la table la possibilité nucléaire. Notre bouclier nucléaire est plus moderne que la composante nucléaire de n'importe quelle autre puissance nucléaire. À quel point est-il modernisé? À plus de 80%? À 92%. 92% de nos forces nucléaires ont été modernisées. Aucun autre pays ne dispose d'un tel arsenal. Ce qui est fascinant, c'est que ces discussions soient télévisées, parce que ce genre de... heureusement, ça sert à rien. Entre eux, ça sert à rien. Elles sont normales, ce type de discussion dans les grands pays. Mais c'est exprès pour intimider les Européens qui c'est un show, mais télévisé comme un tout petit chiffre d'arriver sur un conseil de défense interne, qui est évidemment secret en France. Sur les 9 derniers tests de missiles balistiques russes, 5 ont échoué, dont certains ont totalement détruit le pas de tir. Donc la progression nucléaire de la Russie aujourd'hui, c'est pas franchement une vérité. En plus, si la traduction est exacte, Vladimir Poutine dit le bouclier nucléaire. Oui. La Russie est
c'est impossible de protéger un pays aussi grand que la Russie, et il n'y a pas de bouclier nucléaire qui tienne en cas d'affrontement avec des armes nucléaires. Ni en France. La France non plus, il n'y a pas de bouclier nucléaire. Non plus. Parce que les patriotes n'arrivent pas à arrêter les missiles russes. Je crois qu'au début c'était 42%, maintenant ils disent que c'est 6%. Donc c'est quand même problématique pour. C'est vrai qu'il y a des accidents de tir en Russie, mais on n'a quand même pas envie, habitant Paris, de tester les missiles russes. On a envie quand même, voilà. Le problème on des méfie Ukrainiens, un petit peu quand même, malgré les accidents de tir. Ils ont très peu de stations patriotes déjà, ils ont très peu de missiles, donc ils n'envoient pas suffisamment de missiles pour que ça puisse être efficace. Mais on voit aussi, par exemple, autre exemple, lorsque l'Iran a attaqué Israël, malgré l'aide de certaines puissances occidentales, certains missiles sont passés quand même.